Bienvenue aux ateliers émotionnels et créatifs de Louis, c'est moi-même, et celui-ci s'appelle Accueillir sa douleur. Vraiment, bienvenue et merci d'être là parce que ma passion, c'est de toujours plus apprendre de la psychologie et en apprenant, je le transforme en des ateliers, des exercices que je propose à mes clients. Je vous présente le plan de ce soir. Je vais me présenter, je vais présenter ma formation, je vais vous proposer de créer notre vie, puis d'échanger sur les questions. Et après, nous aurons beaucoup de choses à voir ce soir. Encore une fois, je vous ai préparé un atelier très dense, donc n'hésitez pas à revenir plusieurs fois. La vidéo sera sur ma chaîne YouTube dans la nuit ou demain pour pouvoir reprendre des exercices ou des idées ou des travails. Voilà. Donc, je me présente, Louis Mazurel, je suis thérapeute intégratif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que j'ai beaucoup de casquettes par ma formation et aujourd'hui, j'accueille mes clients en visio ou à Paris 9e. Ma formation, en fait, je suis passé par l'école humaniste de Gestalt qui m'a appris ma posture de thérapeute, d'écoute et d'accueil et d'aider à la personne à revenir dans l'ici et le maintenant. J'ai mon deuxième niveau d'hypnose qui permet en fait d'aider la personne à faire des mentalisations et par un bon questionnement. J'ai mon niveau de communication non violente, j'ai fait de l'EMDR et des TCC. Et en fait, vous voyez que vraiment j'apporte à mon client la meilleure démarche, le meilleur exercice, le plus adapté à sa problématique. Donc, ce qui nous permet de créer notre vie, en fait, c'est la prise de conscience de nos émotions. Parce que, agir, aussi bien dans sa vie, faire, dépasser la douleur, ne pas s'écouter, eh bien, on est tous capables de le faire, on est tous capables de se dépasser, on est tous capables de s'oublier à un moment ou un autre, mais un moment ou nos émotions reviennent et nous disent: «Tiens, là, il y a quelque chose à travailler dans sa vie». Donc, est-ce que vous avez des questions ou des demandes, pour cet atelier de ce soir? Heu, Parce que, je pourrais y répondre là ou je vous dirai si je les ai traités un peu plus loin. Je vous laisse encore un petit moment pour voir si des questions apparaissent et sinon, je vais avancer. Bonsoir. Bonsoir, oui? Oui, c'est Elodie. J'aurais une petite question parce que je cherche des moyens de me sortir des tourments d'émotions. Mmh. Ce qui est le plus compliqué à faire, effectivement, c'est de pouvoir employer des stratégies efficaces, et immédiates, dans un contexte où, on a l'impression de complètement perdre pied et de ne pas avoir le contrôle sur ce qu'on est en train de ressentir. Parce que, en ressentant des émotions, il y a évidemment un cheminement de pensée qui se crée, à tout va, une espèce d'arborescence, illimitée et voilà, déjà je voulais savoir si, je vais pouvoir trouver, parmi les exercices de quoi de quoi me recentrer. Alors oui, là, ce soir, nous allons voir que des exercices d'aide à la prise de conscience de l'instant présent. Il y aura des pistes de travail, de réflexion, heu, qui vont permettre en fait de prendre conscience un peu des facteurs déclenchants. Et après, je vais en parler un peu plus loin, mais si ce sont des crises, émotionnelles, là, il y aura aller en thérapie pour aller voir, quel est le conditionnement, de ce traumatisme qui ressort et qui vous mène dans cette situation. Heu, D'accord. voilà. Donc ça ce soir, ça va être un début de votre chemin et bravo d'être là. Je vous propose vraiment d'être attentive et d'essayer les exercices et de les recommencer, d'aller voir plus loin et par la suite, quand même, d'aller voir un thérapeute pour, vous aider à sortir de cette situation, qui a l'air très invasive et donc je suppose, qui n'est juste une supposition ou une projection, traumatique. D'accord. Merci. Et je pourrais vous donner à la fin une vidéo
sur le trauma et pour voir si vous avez ces facteurs là. Très bien. Alors, donc, Ah, ce soir, je vous propose d'appliquer la page blanche, de réexpérimenter ou d'expérimenter ce que je vais vous proposer, parce que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a une heure, une journée, une semaine, un mois, un an. Donc, si vous avez fait déjà cet atelier, super, ça vous donne un départ. Et là, ce que je vous propose, c'est de voir où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, sans jugement, sans critique, juste vous dire, tiens, j'essaye cet atelier, qu'est-ce que ça pourrait me donner? Donc, quelle est mon intention? En fait, souvent les personnes qui ont de la douleur, c'est de restituer aux victimes traumatisées leurs droits et leur pouvoir sur leur vie. Parce que, souvent ces personnes-là, elles n'ont pas des mots, elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles ont vécu et donc petit à petit leur redonner des mots, des étiquettes de victimes, une étiquette, quand je dis une étiquette, c'est pas négatif, c'est juste une étiquette. Ça permet de savoir un moment qu'on a été une victime et après de l'enlever, sur soi parce qu'on n'est pas la victime du passé, on peut s'en libérer. Une cohérence du sens de ce qui leur est arrivé. Ah bon, je vécu ça, d'accord, j'ai compris ça. Je vois ce que j'ai vécu, je vois pourquoi je l'ai vécu et je vois comment c'est arrivé. Une vérité, ce qui est juste, ce qui est vrai, que tout d'un coup, leurs pensées, leurs émotions, leurs actions fait que oui, c'est cohérent ou non, ce n'est pas adapté et la réalité, c'est ça. Qu'ils ne soient pas soit dans une projection négative, soit dans une réflexion incessante. Puis après une solidarité, en fait, du lien émotionnel, réapprendre à se reconnecter aux autres, apprendre à dire aux autres ce qui leur est passé, pour pouvoir justement, réaccepter d'être en lien avec les autres et des droits dont elles sont privées parce que souvent les gens ne se permettent quand elles ont vécu une douleur trop forte, elles ne se donnent plus le pouvoir d'agir, elles sont tétanisées. Et donc, tout cela, c'est une nécessité absolue et vous allez voir qu'à chaque fois, dans tous les exercices que nous allons voir, vous allez avoir ces 5 leviers pour que, pour pouvoir agir et avancer. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de prendre une feuille blanche et de poser une situation douloureuse sur une feuille blanche. Donc, aussi bien, heu, une situation, heu physique ou une situation psychologique et vraiment, de voir qu'est-ce qui s'est passé? De se dire: «Tiens, il y avait qui? Comment? Heu, quand? Quels sont tous les facteurs qui ont pu se poser?» Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qui a été dit? Qui a joué quel rôle? Vraiment prendre le temps de conscientiser ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vécu dans vos émotions? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quelles sont les pensées intrusives qui sont venues? C'est important parce que ça permet de conscientiser.
s'arrêter, se dire: «Stop, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis un spectateur extérieur à la situation. Comment je décrirais la situation? Qu'est-ce que je pourrais dire de cette situation?» Si je m'observais comme une caméra de surveillance, comme un inconnu dans la rue qui regardait la scène, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ça, c'est la première étape d'une séance de thérapie. La personne arrive: «Bonjour Louis, installez-vous, enlevez votre manteau» et après c'est: «Ah, Louis, il y a un truc qui m'a traversé, ça m'a bousculé». «Très bien, eh ben, allons voir ça» et la personne commence à écrire et décrire tout ce qui s'est passé. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir un peu plus loin. Quand la situation s'est terminée, qu'est-ce que vous avez ressenti après? Qu'est-ce que vous vous êtes dit après la situation? Et voire même, quelles ont été les actions que vous avez fait après? Certaines personnes peuvent avoir des actes compulsifs de nourriture, de pensée, de fuite, d'échapper, en regardant des vidéos. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait après la situation? Est-ce que vous êtes jugé? Est-ce que vous êtes critiqué? Est-ce que et surtout, comment vous l'êtes dit? Quelle est l'image qui vous est venue de vous, des autres? Quand je dis image, c'est croyance, parole. Si ça a été douloureux pour vous, c'est que vous en êtes souvenu. Émotionnellement, on se souvient. C'est ça, c'est l'émotion qui nous fait souvenir des événements. Donc si là, ce que vous avez posé sur le papier, c'est que c'est important pour vous, important émotionnellement. Parfois, ça peut être 1 minute dans une journée. Moi, j'ai un client qui on a passé la séance sur un coup de téléphone d'un inconnu qui a duré 3 minutes et je lui dis: «Vous vous rendez compte? Vous avez passé 7 jours, il y a 7 jours entre, nos 2 séances, il y a 24 heures dans par jour, il y a 60 minutes par heure et là, vous arrivez pour qu'on discute de 3 minutes de coup de téléphone» et c'était une très belle séance. Donc, vous voyez comment ça peut être très important pour vous. Et si vous ne savez pas ce que vous avez fait après la situation, c'est aussi important de voir que, tiens, je ne me souviens même plus comment la situation s'est terminée. Et maintenant, si on allait voir avant la situation, vous voyez, avant qu'elle se déclenche, qu'est-ce que vous avez fait avant? Est-ce que vous étiez stressé, chargé, occupé? Est-ce
Est-ce que vous êtes fait mis en retard? Est-ce que vous êtes, suroccupé? J'ai des clients qui arrivent toujours en retard. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de se mettre en retard pour remarquer qu'ils sont de il y a chez eux une croyance que, ils ont besoin qu'on remarque qu'ils sont en retard, qu'ils ne sont pas des si bonnes personnes que ça. J'ai d'autres personnes qui arrivent toujours 20 minutes à l'avance parce qu'ils sont stressés, ils ont peur d'être en retard. Ils ont peur de me mettre mal. Il y en a encore d'autres qui arrivent pile à l'heure. Ils sont très fiers de montrer qu'ils arrivent pile à l'heure. Et il y en a, 1 heure avant, c'est difficile pour eux. Ils commencent à stresser. D'autres, commencent à se détendre alors qu'ils étaient très anxieux. Et en fait, c'est de voir comment vous avez abordé la situation. Est-ce que vous avez projeté des idées, des images? Cette situation est importante pour vous parce qu'elle a été douloureuse, physiquement ou émotionnellement. Donc c'est important de voir ces 3 aspects, avant, pendant et après. Bien, posez les dernières idées et puis on va avancer, vous inquiétez pas, vous aurez le temps de reprendre ça plus tard, de voir ça et puis les exercices, proposent, de retraiter ça petit à petit. Et maintenant qu'on a vu avant la situation et après, vous voyez sur est-ce qu'il y a un schéma qui apparaît? Avant, c'est vrai que dans la plupart de mes actions, avant de vivre cette situation-là, c'est vrai que, tiens, ça me fait penser que, la dernière fois encore, c'était la même chose, celle d'avant, c'est vrai, était un peu similaire, celle encore d'avant était encore marquée ou pas? Est-ce qu'il y a un effet de répétition ou pas? Est-ce qu'il y a un schéma, un système qui apparaît? Et quand je parle de schéma, c'est que peut-être que c'est pas la même situation parce que c'est pas la même personne. OK, si on enlève, que s'appelle Pierre-Paul Jacques ou un homme ou une femme c'est que dans un cadre familial ou dans un cadre professionnel, quel est le schéma qui apparaît? Est-ce que c'est face à une figure d'autorité? Est-ce que c'est face à un responsable? Est-ce que c'est face à une personne qui est en colère? Est-ce que c'est face à une personne qui est qui s'impose? Est-ce que c'est face à une personne qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que quels sont les éléments similaires à chacune de ces situations? Et c'est là où ça devient intéressant de voir qu'il y a un schéma cohérent derrière les images, de les étiquettes, les les profils de chacun.
Bien. Alors, quelles sont les 3 différentes douleurs? En fait, waouh, ça je pensais pas que ça serait si fou. Alors, la première, c'est la douleur neurogène. En fait, c'est une douleur qui est consécutive à une lésion. C'est-à-dire que ça peut être un trauma crânien, un nerf, une coupure, voire une amputation et donc en fait, là, c'est, le système neurologique qui est atteint et qui va envoyer de faux messages au cerveau, qui va envoyer des messages contradictoires au cerveau et le cerveau va l'interpréter comme une émotion. Après, il y a les douleurs psychogènes. En fait, ce sont les douleurs qui sont des manifestations, physiques de tension émotionnelle en nous. Et après, il y a les douleurs, nociciatives qui sont en fait soit de type mécanique, soit de type inflammatoire. Et donc là, c'est le côté, la piqûre de moustique ou tous les toutes les douleurs, de rhumatisme, les crises de gouttes ou la fibromyalgie. C'est ça qui fait qu'il y a 3 différentes douleurs. Et vous voyez que les psychogènes, elles sont autogénérées par la réflexion. Les douleurs neurogènes et les douleurs nociceptives, là, sont dues à des causes, physiques. Et en fait, le problème, c'est que est-ce que vous connaissez cette histoire bouddhiste de la double flèche? En fait, Bouddha nous explique que quand on a une émotion, une douleur, eh bien, ça, c'est la première flèche. C'est la flèche de ce que l'on a vécu. «Aïe, j'ai eu mal. Aïe, j'ai ressenti cette émotion». Attendez, hop. Et par derrière, il peut y avoir la deuxième flèche de la honte. La deuxième flèche qui est celle de se juger, d'avoir vécu ça, d'avoir subi ça, par derrière. C'est pour ça que, une douleur, eh bien, en fait, elle peut être très compliquée parce que ça peut être une douleur physique qui implique du psychologique, d'avoir de la honte, d'avoir vécu ça. Et donc, c'est aller voir si, en tant que victime d'un psychologique ou victime physique, est-ce qu'on est vrai il est vraiment nécessaire de, en plus, s'infliger la deuxième flèche du psychologique? Et c'est là, en fait, ce que je vous propose de travailler durant, cet atelier. Et en fait, la douleur, il y a en plus une modulation Heu, personnel, parce qu'il y a toutes ces composantes de la douleur. En fait, il y a des personnes qui sont très sensorielles et en fait, dès le moindre changement de température, elles vont le sentir. Il y a des personnes qui sont très, affectives ou moins affectives. Il y a des personnes qui sont très cognitives et il y en a des personnes qui, en plus, ont des comportements et en fait, donc ces 4 facteurs vont impliquer la douleur. En plus, il y a l'individu avec son histoire et sa personnalité et cet individu, il est plongé dans un environnement culturel, une famille et une situation socio-économique. C'est sûr qu'une personne pauvre qui vit dans une petite maison, humide, seule, où sa famille lui a toujours dit: «Ne te plains jamais», ça va être plus difficile pour lui et ça va être plus impliquant, émotionnellement de vivre cette douleur-là, qu'un individu qui vit dans un bel appartement, chauffé, avec, une famille aimante qui le soutient et qu'on lui a toujours dit: «Bon, accueille-toi, fais-toi du bien, attention à toi». Donc, vous voyez que derrière il y a la douleur, il y a vraiment beaucoup de spécificités à chacun. Puis en plus, il y a les étapes de la douleur. Donc la douleur, surtout pour les douleurs chroniques et psychologiques, il y a celle de l'anticipation. «Aïe, aïe, aïe, je vais avoir mal»
ou aïe, 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 là, je vais rencontrer mon chef et je risque d'avoir une pression mentale, un stress. Vous savez, ce côté, ah, je dois faire une présentation et ouh là là, ça peut mal se passer. Puis après, il y a la situation vécue avec des pensées douloureuses, parce que tout d'un coup, il y a le rhumatisme qui apparaît ou il y a cette situation qui s'est générée. Et en fait, là, le mal de crâne s'installe parce que la personne s'est trop mis la pression. Ce qui crée une émotion. Et en fait, les spécialistes ont remarqué qu'il y avait trois manières de réagir. Soit de la quiétude qui peut aller jusqu'à la peur, soit de l'irritabilité qui va aller jusqu'à la colère, soit de la déception qui peut aller jusqu'au désespoir. Et donc, en fait, vous voyez celle que vous vivez dans votre quotidien. Parce qu'il y a des gens qui sont inquiets de vivre une situation, mais qui vont montrer qu'en fait, ils vont être plutôt bourrus. D'autres qui vont être plutôt apeurés. Et d'autres, voir, de toute façon, je vais tout rater. Voilà. Et après, quelle est la signification personnelle ça peut avoir? La perte de contrôle, le risque de perte d'autonomie, la cognition, les croyances catastrophiques qui apparaissent pour cette personne-là et l'image qu'elle va valider d'elle-même. Heu et donc il y a aussi se voir en précarité sociale. Je n'ai pas assez de soutien, je suis seul, j'ai besoin d'aide et avoir des réactions négatives ou des actions positives dans son comportement. Réaction négative, bah, je vais m'enfermer. Réaction positive, bah, je vais demander de l'aide. Et par rapport à son entourage, la même chose, réaction négative ou positive. Parce que comme la personne, en fonction de son émotion, de ses actions positives ou négatives, bah, son entourage va soit vouloir la soutenir, soit, en soit, la rejeter en lui disant: «Oh et tu fini avec tes histoires? Oui, OK, t'as mal, mais moi aussi j'ai mal, donc c'est bon, hein, allez, on avance». Vous voyez, tout ce qui est croyance, familiale et aussi, message perçu, message envoyé. Et donc, pour une personne, dans un exemple concret, par exemple, une personne qui, heu, pourrait avoir mal, heu, au dos ou aux jambes et en fait, elle se dit, en anticipant. En fait, elle ressent ça particulièrement le soir et donc en anticipant, elle se dit: «De toute façon, ça sert à rien que j'aille, au lit, parce que je vais avoir mal». Donc elle se couche de plus en plus tard. Quand elle va au lit, et bien, elle a mal au dos, et en plus, elle se dit: «Tiens, j'ai mal au dos, donc bah, je préfère, continuer à regarder des vidéos même au lit». Donc elle s'endort très, très mal. Elle est, en colère face à elle-même. Elle se dit que de toute façon, elle mérite ça, et que, elle peut pas en sortir et donc ça fait d'elle une pauvre personne seule, donc qu'elle dorme ou qu'elle dorme pas, ça pose pas vraiment de problème et donc elle va plutôt avoir des réactions négatives d'enfermement et de subir son environnement et elle va surtout pas demander d'aide ou de conseils ou de soutien. Voilà, donc vous voyez que, et ça, je parle d'une personne qui a mal au dos, mais une personne, qui se dit qu'elle n'est qui qu'elle n'est pas bien, qui a une douleur d'être pas bien, de ne pas se sentir bien avec elle-même, eh bien, va peut-être avoir les mêmes réactions. Et donc le lendemain, elle va se lever tard, elle se dira que c'est pas une bonne personne parce que justement, elle s'est levée tard, elle n'a pas été régulière. Donc là, vous voyez, il y a à chaque étape, le Bouddha dit qu'il y a une deuxième flèche, mais à chaque étape, on pourrait rajouter une nouvelle flèche. À l'anticipation, une nouvelle flèche. Dans la situation, une nouvelle flèche. Dans l'émotion, une nouvelle flèche. Dans la signification personnelle, une nouvelle flèche. Bref, au bout d'un moment, on pourrait sentir qu'on est un cactus. Parce que à chaque fois, on s'envoie des flèches émotionnelles négatives à nous-mêmes. Donc, quel est le lien psychologique avec la douleur que l'on peut retrouver dans les trois douleurs? C'est que chacun a son ressenti de la douleur, qu'il y a beaucoup de facteurs
et que tous ces facteurs, en fait, on peut ajouter du jugement, de la critique, du rabaissement, des situations de fuite, des situations de combat, des situations présentes ou après, qui font que on subit ça dans sa vie. Je vais juste ouvrir la porte pour ma chienne. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes face à ça? Face à ces schémas, à ces... besoins d'éclaircissement? Non, tout est clair? Parfait. Ah, si. J'ai mis une petite Alors, question sur le oui. chat. Oui, l'endroit où on a mal est significatif, a un sens. Alors, moi, j'ai très peur de répondre à cette question-là. Pourquoi ça? Parce que le cerveau donne un sens après coup. Et j'ai peur de la surinterprétation et comme dit ma chère partenaire, ma chère amie, elle me dit: «Louis, tout n'est pas psychologique». Heu et donc en fait, surpsychologiser les situations et les causes fait qu'à la fin, hem, on va tous dire que c'est de notre faute, que ce sont nos émotions ou que, c'est bon. Après, oui, il y a, des, sensations, mais ça on a pu repérer avec mes clients, dans le cabinet, que oui, parfois ils se faisaient mal, ils avaient des actions de se créer de la douleur pour pouvoir se dire, parfois de manière inconsciente, que ce n'étaient pas de bonnes personnes. Par exemple, les crises de boulimie, et ben, en fait, quand les gens se font une crise de boulimie, ils se font mal parce qu'ils mangent énormément, puis après ils se font vomir et donc ça, en fait, ça a un sens, ça a une explication de, la peur de quelque chose. D'autres, moi, il y avait une cliente qui, en fait, se faisait mal au doigt et donc en fait, c'était aussi du stress, un conditionnement. Une autre personne qui, en fait, avait, mal au crâne avant de, aller au contact de sa mère. Et ça, c'est parce qu'en fait, elle stressait tellement à l'approche de ce café, de ce moment que, elle arrêtait de boire, et en fait, elle arrivait pas à se détendre et donc elle mentalisait tellement qu'elle se faisait mal au crâne. Mais ça a un sens que si on a bien d'abord retiré toutes les causes physiologiques potentielles. Parce que si on commence à dire que c'est psychologique, par exemple, il y a des thérapeutes qui disent que, le cancer est d'une cause, heu, psychologique et que c'est, notre mentalisation qui fait que nos pensées négatives qui font que, la le cancer est apparu et si on change nos pensées, peut-être que le cancer disparaîtra. Et là, non. Non, 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 c'est le cancer. Tous les jours, nos cellules, se divisent. Tous les jours, nos cellules créent des petits cancers, mais le corps les régule, détruit ces cellules cancéreuses et il y en a parfois certaines qui passent à côté des choses. Voilà. Donc ça a peut-être un sens, mais uniquement si vous êtes suivi par une personne qui vous est alors un professionnel de santé en premier et après par un professionnel qui vous aide à y mettre du sens et non pas tout
symboliser, tout métaphoriser, parce que là, après, on risque de tomber dans un côté où tout a un sens, tout a une cause. Et la plupart des choses, bah, c'est souvent du hasard. Et on peut trouver après des synchronicités dans tout ce qu'on voit. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Emna? Oui, oui, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Et Isabelle, je ne pensais pas que les processus étaient aussi complexes. Oui, moi aussi. C'est vrai que en fait, quand on voit ça, la douleur, en fait, heu, le cerveau, il ne sait pas ce que c'est que la douleur parce que c'est une accumulation de neurones et il ne fait interpréter le message de la douleur que parce que, heu, on entend que c'est de la douleur. Mais il y a plusieurs douleurs et chacun, nous sommes tous uniques avec nos propres référentiels sur beaucoup d'espaces différents et donc c'est pour ça que, heu, c'est aussi complexe et là, vous voyez que la première image, c'est la cause, le lieu, plutôt le lieu. Au centre, c'est ce qui nous différencie. Et à droite, c'est, heu, les étapes qui peuvent faire apparaître cette douleur. Et donc, vous avez le contenu, le contenant et le chemin qui a créé ce contenu et ce contenant. Et vous voyez que tout est dans tout. Voilà. C'est pour ça que c'est complexe. Donc, avant d'aller sur les solutions, je voudrais vraiment dire cela. Attention! La douleur physique et la douleur psychologique sont similaires dans le mécanisme, dans cette interprétation, dans ces schémas psychologiques, parce que nous, ça va être plus simple de mettre des petites cases et de les remplir, mais nous sommes tous uniques. On ne peut pas remplir un individu dans des petites cases. Et surtout, la douleur physique et la douleur psychologique n'ont pas la même origine. La douleur physique, c'est corporel, ça vient d'un dysfonctionnement corporel. La douleur psychologique, en fait, c'est une répétition émotionnelle d'un trauma passé. Donc, ce n'est pas la même origine et donc elles n'ont pas le même traitement pour cette origine. La douleur physique, c'est un médecin. La douleur psychologique, c'est un thérapeute, c'est un psychologue qui vont chacun traiter l'origine spécifique. Après, vous pouvez avoir une douleur physique avec une interprétation psychologique, on est d'accord, les deux flèches, mais on ne mélange pas les deux. On va vraiment traiter le physique avec un spécialiste du physique, un médecin, avec sa spécificité de cette douleur-là, et la douleur psychologique, on va le traiter avec un psychologue, un thérapeute. Et vraiment, je veux faire dire attention. Ici, pendant cet atelier, nous allons voir comment aider à mieux vivre le quotidien. Ça veut dire à faire un état des lieux du présent, de accueillir cette douleur, qu'elle soit physique ou psychologique. Il y a d'autres ateliers où j'explique comment traiter la douleur psychologique. Et pour la douleur physique, là, je ne suis pas médecin. Je vous dirais, tournez-vous vers des spécialistes. Voilà. Je voudrais vraiment vous dire, attention, ne mélangeons pas tout. Ne faisons pas un énorme micmac. Faisons attention de vraiment comprendre et de trouver quelle est l'origine, de vraiment donner du sens. Le physique, c'est un médecin. L'émotionnel, c'est un thérapeute ou un psychologue. Voilà. Bien. Alors, les 8 entrées, en fait, on va aller voir 8 étapes de la douleur sur, en fait, sur chacune des étapes, je vais vous proposer un exercice spécifique de prise de conscience. Et vous allez voir qu'en fait, ils sont tous un peu similaires. C'est juste
une facette différente, un angle d'approche différent pour pouvoir les attaquer, pour pouvoir les traiter, pour pouvoir prendre conscience. Donc, vous aurez l'impression de: «Tiens, là, on va prendre la cause, tiens, on va prendre, comment les actions, tiens, là, on va prendre les émotions, tiens, là, on va prendre la relation, tiens, là, on va prendre, heu, chacun des aspects». Bien, donc la première étape, l'anticipation, je vais avoir mal et donc les 3 étapes, c'est avoir moins peur d'avoir mal, prendre conscience de sa douleur et vivre sa douleur. Donc, pour anticiper, voilà un exercice que je vous propose, c'est reprenons le contrôle avec des tests. Ça veut dire que plutôt que se dire: «Attention, je veux surtout pas vivre cette situation et donc je la fuis et donc je me contracte et donc ça peut créer encore plus de douleur», eh bien faisons l'inverse. Testez comment vous avez mal. Testez qu'est-ce qui vous crée de la douleur et donc là, en fait, de voir, heu, soit au quotidien d'avoir un cahier de douleur, de dire: «Tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée et où est-ce que j'ai mal et où est jusqu'où j'ai mal?» ou sinon, voire même faire des tests de douleur. «Tiens, là, je porte 1 kilo, est-ce que ça me fait mal? Tiens, là, je porte 2 kilos, est-ce que ça me fait mal? Tiens, là, je porte 3 kilos, est-ce que ça me fait mal? Ah oui, tiens, là, je réalise que ça me fait mal». Et en fait, bien sûr, c'est pas du masochisme, hein. L'idée, c'est, heu, de se dire: «Tiens, là, en pleine conscience, je vais voir ce qui se passe». Et ça, en fait, c'est la démarche de toutes les TCC. Pour ceux qui ont peur des araignées, l'idée, c'est qu'on met une araignée dans une boîte à 20 mètres. Et puis ils disent: «Tiens là c'est ça va, c'est pas trop douloureux dans l'émotion» et puis ils vont approcher l'araignée d'1 mètre, elle va être à 19 mètres, puis à 18 mètres et en fait, ils vont tester leur relation à la douleur, à la peur de l'arachnophobie. Voilà. Donc plutôt que de fuir la relation à la douleur, eh bien apprivoisons-la, faisons des tests, faisons des expériences. Faisons et si on a un échec, c'est pas un échec, c'est une expérience qui nous permet de voir que là, on est allé trop loin ou que là, en fait, c'est pas bon pour nous, que là, c'est pas ça qu'on recherche ou que là, ça a vraiment déclenché ça. Heu, il y a il y a une situation où, en fait, un client avait peur de se faire voler parce que dans sa famille, c'est: «Attention, les autres sont dangereux, si tu donnes de l'argent, on va te voler» et en fait, il a subi un phishing. C'est-à-dire qu'il recevait des SMS qui lui disaient comme quoi, il n'avait pas réglé une situation, et qu'il devait payer à la banque telle chose et il recevait, 6 Sauf que bien sûr, il a appelé sa banque et sa banque lui a dit: «Non, non, ça c'est réglé». Eh bien, cette personne-là, comme dans le phishing, le côté, dans le SMS qui lui disait qu'il devait de l'argent, eh bien, il a appelé la personne pour dire: «Ah bon, je dois de l'argent, comment ça? Qu'est-ce qui se passe?» et en fait, comme il savait qu'il était en sécurité, que, par rapport à la banque, eh bien, il est allé voir ce que ça crée chez lui d'aller voir un voleur, une personne qui tentait de le voler. Et on est allé étudier ça après en séance. Et il a vu qu'en fait, sa main vibrait. Il avait la personne au téléphone et pourtant sa main vibrait et on allait voir, la peur, quel était le traumatisme derrière. Donc, voyez avec votre douleur corporelle ou psychologique, quels seraient les tests que vous pourriez vous faire vivre?
Bien sûr, dans un espace contrôlé, que ce test soit pas trop fort, plutôt facile, en sécurité. Qu'est-ce que vous pourriez expérimenter pour voir que cette douleur, elle est, elle puisse petit à petit devenir votre amie? Est-ce que vous avez des idées qui vous viennent? Je vous propose de les mettre dans la partie discuter. Je vais me chercher de l'eau en attendant. Donc là, pour l'anticipation, plutôt que d'avoir peur de l'anticipation, agir en se disant: «Là, je vais en pleine conscience expérimenter cette sensation, cette émotion, cette douleur corporelle ou psychologique». Dans la situation où j'ai mal, en fait, par exemple, comme je vous l'ai expliqué, je n'arrive pas à dormir à cause de ma douleur, je rumine, j'en ai ras-le-bol, je ne veux pas dormir car la douleur va me réveiller dans 1 heure, ça ne sert à rien, je préfère fuir par mes actions de vidéo ou d'alcool ou autre. Et en fait, le focusing, c'est quoi? C'est la méditation par le corps. L'idée, c'est que toujours dans une approche bienveillante, d'accueil, d'écoute de cette douleur, faire un scan du corps. Ça veut dire que bien s'installer dans sa chaise. Là, ce que je vous propose, allez-y, installez-vous dans votre chaise, fermez les yeux pour vraiment vous connecter aux sensations corporelles. Et puis, on va commencer à scanner le corps. Il y a certaines méditations qui disent, bah, tenez, vous voyez ce qui se passe dans les doigts de pied. Quelle est la sensation particulière que vous avez dans vos doigts de pied? Puis après, dans vos pieds. Déjà, en faire un scan global. Tiens, où est-ce que ah! Comment je le sens dans mon corps? Tiens, là, j'ai un point dans l'épaule, douloureux, j'ai un peu mal au crâne, j'ai mal aux genoux et puis, je sens les bras qui sont plutôt relâchés et j'ai un peu mal aux fesses d'être resté assis toute la journée. OK, là, j'ai bien scanné tout ce qui me faisait mal. Puis en même temps, je vois que mes poumons respirent bien, ils sont détendus. Voilà. Donc là, déjà, vous voyez, on peut scanner tout le corps, de voir qu'est-ce qui se passe, et puis après, aller petit à petit dans chacun des détails. Les doigts de pied. Non, mais en fait, là, les doigts de pied, ils sont frétillants. Les pieds, ils sont bien posés au sol. Ils sont confortables. Les mollets, ouais, ils sont un peu durs. Là, je sens encore la bicyclette de la journée. Ils sont encore un peu tendus d'avoir fait de la bicyclette. Mes genoux, avec le Covid, je sens que mes genoux, comme un peu de rhumatisme. Les mollets, enfin les cuisses, ça va. Les fesses, ouf, là c'est chaud, ça pique. Je serais content de les masser à la fin de cet atelier. Dans mon dos, tiens, donc cette douleur. Vraiment prendre le temps quand vous avez visualisé une douleur spécifique dans un endroit spécifique, de voir où est cette douleur et quelle est la taille de cette douleur. Déjà, où elle est bien particulièrement, cette douleur. Et quelle est la taille de cette douleur? Et même, vous pouvez prendre vos 2 mains pour bien mentaliser et physiquement visualiser quelle est la taille de cette douleur. Soit vous utilisez 2 doigts, 1 main, 2 mains, c'est vous qui choisissez. Puis après, vous pouvez lui donner une couleur, une forme.
Donc, vous voyez qu'en fait, cette douleur, maintenant, elle est plus centrée, elle est plus précise. Et vous voyez qu'en fait, tout autour de cette douleur, il y a de l'espace de libre, il y a de l'espace de détente aussi. Et alors, tout d'un coup, en fait, faire un focusing, ça permet de se dissocier de cette douleur, de voir qu'on n'est pas cette douleur, que cette douleur existe aussi, mais qu'il y a autre chose que cette douleur, qu'il y a d'autres espaces que cette douleur, qu'il y a d'autres sensations de détente, de tension, de fraîcheur, d'énergie, de chaleur. Ok, la douleur est là, mais dans mon corps, il y a aussi d'autres espaces que ça. Et que moi, là, j'entends que j'ai une douleur, j'entends que elle est là, et en même temps, je ne suis pas cette douleur, et j'entends que euh, je l'accueille avec bienveillance, que elle a le droit d'exister, comme moi j'ai le droit d'exister, et que ça nous permet en fait déjà de se rééquilibrer et de se défusionner de la douleur, de se dire je ne suis pas que de la douleur, je ne suis pas qu'un corps qui souffre, je suis aussi d'autres choses, d'autres pensées, d'autres réflexions, d'autres sensations dans le corps. Et c'est à ça que sert le focusing. C'est une forme de méditation, de pleine conscience en partant du corps, de vraiment prendre soin du corps et de voir ce qui se passe. Et là, c'est une douleur physique, mais les douleurs aussi psychologiques ont des espaces où elles s'installent dans le corps. Et prendre le temps de savoir où elles s'installent dans le corps peut être là significatif si on lui donne le sens de cohérence. Voilà. Donc c'est à ça que sert le focusing. C'est juste un terme spécifique pour dire méditation de pleine conscience sous l'angle du corps. Et de voir qu'il y a autre chose, qu'il y a d'autres espaces, qu'il y a d'autres sensations et émotions dans le corps, et que nous ne sommes pas que douleur, nous sommes aussi autre chose. Voilà. Qu'est-ce que ça vous a fait d'avoir vécu ça, de découvrir cette méditation? Très bien. On va avancer. Émotion, je vis des émotions car j'ai mal. Donc la fiche de Beck, que j'ai un peu remaniée, en fait, on commence par les émotions. Comme vous pouvez voir, il y a la tristesse, la colère et l'anxiété, ce qui reprend la peur, la colère et la déception, voire la dépression. Et là, vous pouvez en fait, vous voyez, l'anticipation, c'était je teste, la situation, c'était le focusing, et là, c'est après coup, vous voir, tiens, je prends le temps d'analyser cette situation en partant de mes émotions. Donc, le premier, c'était action, deuxième, émotion, deuxième, c'était pensée corporelle, en relation au corps, et là, c'est les émotions. Et donc, poser, en fait, quelles sont les émotions qui m'envahissent. Souvent, les gens, ils sont envahis d'émotions et donc, ils n'arrivent pas à poser des pensées claires. Et donc, poser leurs émotions. Tiens, qu'est-ce que sont les émotions? Et dans la douleur, les gens peuvent avoir plusieurs émotions, voire une quatrième, et noter le chiffre. La situation, maintenant que l'émotion est posée, maintenant qu'on a écouté ce qui nous bousculait à l'intérieur de nous, on peut prendre le temps de voir la situation qui nous traverse, qui nous a fait vivre justement ces émotions, qui nous a fait traverser ces émotions. Et de cette situation, en fait, pour le cerveau, quand on remémore une situation, parce que c'est ce qu'on fait dans le cabinet, c'est que les clients, en fait,
quand ils remémorent une situation, ils arrivent parfois à vivre 80%. Ils se reconditionnent dans la situation et donc ils arrivent à revivre 80% des émotions et aussi les pensées de cet instant-là réapparaissent et donc là réapparaissent aussi les pensées automatiques, voire et avec les réponses rationnelles. Voilà et donc là, par exemple, c'est, heu, j'ai eu beaucoup de tristesse parce que j'ai vécu ça, ma pensée automatique, c'est, les émotions, c'est pas bon, c'est dangereux, donc la pensée rationnelle, c'est: «Bon, bah, je vais» presque automatique, je vais prendre conscience, je vais prendre mon téléphone et regarder des vidéos. Ça, c'est un client qui fait ça régulièrement. Dès qu'il a une émotion, il prend son téléphone et il s'enchaîne des vidéos jusqu'à ce que l'émotion passe et qu'il puisse reprendre une activité. Et à partir de là, à la fin, refaire un bilan sur les émotions, d'avoir déposé tout ça. Parce que parfois, les gens, au début, sont très tristes et que, en ayant réalisé qu'ils ont été victimes, eh bien, à la fin, c'est de la colère qui sort. Voilà. Pour certains clients, je ne dis pas que c'est une règle d'or, je dis juste qu'il y a des gens qui ont subi de la et donc ils sont tristes d'avoir subi ça et quand ils réalisent le mécanisme et la situation et qu'est-ce qui a et qu'ils se voient à l'extérieur, tout d'un coup, ils ont de la colère. Voilà. Et vous voyez, est-ce que vous avez rempli là l'exercice un peu, un livre que je vous ai donné? Quand vous relisez cet exercice libre, eh bien, est-ce qu'au départ, c'était quelle émotion qui vous est apparue? Par rapport à cette situation? Et maintenant que vous la regardez encore une nouvelle fois, quelle pensée automatique et réponse en fait, la pensée automatique, c'est ce qui vous a traversé pendant la situation et la réponse rationnelle, bah, ça, c'est ce qui s'est passé après la situation ou juste quand ça après que ça soit déclenché. Est-ce que vous avez des questions ou des demandes face à ça? Non? Bon, alors on va avancer tranquillement. Maintenant, la signification personnelle. Comment je peux faire le deuil? En fait, je suis en deuil de ma vie d'avant, je ne peux plus faire cela, je suis en colère. En fait, heu, qu'est-ce que je ne peux plus faire? Faire la liste de tout ce que je ne peux plus faire et en fait, prendre conscience derrière cette activité, qu'est-ce qu'elle nous apportait cette activité? Quelles étaient les valeurs, les liens sociaux? Qu'est-ce qu'on gagnait à faire cela? Est-ce que je suis prêt à en faire le deuil? Si non, comment je peux adapter cela dans ma nouvelle situation? Par exemple, un truc tout bête, une amie qui souffre de douleur, elle ne pouvait plus dîner à table avec sa famille et en fait, bah, cette dîner à table avec sa famille, bah, c'était extrêmement important pour elle puisque c'était le moment social où les gens racontaient, leur journée, chacun expliquait et puis en plus, bah, c'était le moment, le concept de famille, quoi. Heu Et en fait, bah, non, elle voulait pas faire le deuil de ce moment familial où chacun pouvait partager et d'être heureux d'être en lien. Et donc en fait, bah, qu'est-ce qu'elle a fait pour s'adapter? En fait, bah, plutôt que de manger à table, maintenant ils mangent tous au lit, dans son lit et elle a un très grand lit et donc et bien ce moment familial
eh bien, ils l'ont fait au lit. Et donc tous les soirs maintenant, ils dînent au lit avec, son mari et son fils et ça leur permet de vivre ce lien familial, mais de manière adaptée. Une autre, est-ce que vous avez des questions, des demandes ou vous dites: «Tiens, bah, là, je vois pas ce que je peux faire pour cette situation-là» et nous puissions la travailler ensemble? Heu, N'hésitez pas à ouvrir enfin, allez-y, ouvrez votre micro ou écrivez ça dans la partie discuter. Quel autre exemple me vient? Vous savez, c'est un peu, cette histoire, d'une personne qui a eu un accident de voiture, heu et donc elle peut plus faire de ski et en fait, cette activité pour elle, ça voulait dire que, elle était très sportive et elle était pas prête à faire le deuil et donc à partir de là, elle a fait quoi? Elle a fait, du ski, mais en fauteuil et vous voyez que, en fait, elle a fait le deuil de cette image idéalisée de pouvoir le faire comme avant et en même temps, elle a trouvé une adaptation qui lui permet de vivre ce qu'elle a envie de vivre, mais à sa manière. C'est ça qui est important dans la douleur, c'est comment je peux faire le deuil de cette image et en fait, je fais pas le deuil, c'est je m'adapte à cette situation. J'adapte cette situation à ma nouvelle condition et c'est ça qui est intéressant. Pour les douleurs émotionnelles, en fait, c'est par rapport à la douleur physique, en fait, ça va être plus, faire le deuil d'être une personne parfaite ou d'un passé parfait ou d'avoir une relation parfaite, ou d'avoir une rencontre parfaite, ou, de se ré de dans son passé ou dans son présent ou dans son futur. Ou à contrariori, d'accepter qu'on est imparfait, et qu'on est humain, justement. Et donc, par exemple, quand la un parent meurt, eh bien, bah, je ne peux plus discuter avec cette personne-là. En fait, donc je ne peux plus vivre le lien avec ce parent-là. Est-ce que je suis prêt à en faire le deuil? Heu, Si oui, comment, je vais faire le deuil de ce parent? Bon, c'est un peu violent comme sujet, mais c'est possible. Et là, on peut créer des cérémonies. Heu, il y a une très belle cérémonie qui est, de ramener le parent symboliquement à la vie, de lui dire encore une dernière fois tout ce que la personne avait besoin de dire pour pouvoir, cette fois-ci, le laisser partir. Alors, cognition, comment je prends conscience de ce que je fais? J'ai une toute petite réserve limite d'énergie, je suis en colère de vivre cela, je bloque émotionnellement et vis du rejet. Je n'ai même pas conscience de ce que je fais et ce que j'aurais envie de vivre. Alors, cognition. Donc, qu'est-ce que je fais de cette situation? Bah, les personnes douloureuses ou les personnes inquiètes, eh bien, par exemple, soit elles vont s'engueuler, soit elles vont fuir et elles vont s'oublier. Elles s'oublient totalement en faisant des activités. Et donc, prendre conscience que au niveau cognitif, on préfère dire cela, penser cela, agir cela, heu, mais en fait, on préfère pas du tout. On n'en a pas conscience. Quand on va
dire qu'on est des victimes sur les réseaux sociaux, qu'on est triste, qu'on a besoin de s'engueuler, qu'on a besoin d'être, agressif, et bien, en fait, on perd du temps de vie. On perd, du lien, on perd une expérience. On perd Est-ce que vous avez vraiment envie de vous engueuler? Est-ce que vous avez vraiment envie d'être triste dans votre vie? Est-ce que vous avez vraiment envie, de vous oublier à travers de l'alcool ou des activités, de travail ou de vidéos ou autres? En fait, c'est prendre conscience de cette action un peu compulsive que l'on fait, heu, mais qu'on n'a pas vraiment envie de faire, qu'on n'a pas choisi de faire, et donc voir après, quelles sont les solutions alternatives qu'on aurait envie de mettre en place. Petit à petit et doucement, mais voir ça. Peut-être que c'est, est-ce que j'ai vraiment, si, il y a un burn-out ou de la fatigue, est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans ce travail? Donc si j'ai envie de ch est-ce que j'ai pas des possibilités de changer de travail? Parfois ça prend du temps, mais en même temps, c'est en faisant des petits pas qu'on arrive à changer. Donc voilà, en fait, là, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qu'on se fait vivre? Qu'est-ce que inconsciemment on se fait vivre? Qu'est-ce qu'on n'a pas choisi de se faire vivre? Et maintenant de faire ce pas de côté pour voir qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Une situation, c'est plutôt que de s'engueuler et d'aller fumer une cigarette, et bien, est-ce que ça serait pas plutôt, de discuter de la situation et de trouver une solution ensemble et voire de profiter après de cette solution ensemble? Et ça, il y a des gens, en fait, Heu, ils n'ont pas conscience qu'ils se font vivre de la colère et ils se font vivre des postures et des comportements négatifs parce que justement, ils sont dans leur répétition. Voilà. Imagerie, comment je regarde mon univers personnel? Alors là, c'est le côté, quelles sont les pensées qui nous viennent? Donc vous voyez que vraiment on décortique chaque aspect, chaque action, chaque émotion, chaque détail, chaque action. Et que on tourne toujours autour de soi, juste pour prendre conscience, juste pour se dire: «Tiens, après avoir vu les actions que je me fais vivre, eh bien, quelles sont les pensées qui me traversent?» et voire même celles qu'on pourrait se mettre à la place. Donc les pensées automatiques immédiates et dans la colonne de droite, les pensées alternatives spécifiques d'urgence. Ça peut être un peu compliqué de trouver les pensées alternatives d'urgence ou les pensées alternatives spécifiques. Moi, j'ai un truc, c'est mon truc, ça marche pas, je vous le propose, c'est d'essayer de prendre et d'écrire la phrase opposée. Par exemple: «Je suis nul», l'opposé, ça serait: «Je suis une personne qui fait des expériences». Heu, est-ce que vous avez des pensées négatives qui vous ont traversé, qu'on les travaille ensemble? Donc là, vous voyez qu'on peut aussi travailler ça.
Comportement, comment je peux trouver des alternatives? La mise en opposition. Le comportement, qu'est-ce qui est bon pour vous? Voilà ce qui augmente la douleur, voilà ce qui la diminue, voilà les nouvelles idées qui apparaissent. La fatigue, l'insomnie, ce qui diminue la douleur, le repos, le bon sommeil, et ça, c'est pour toutes les douleurs. L'inactivité, un projet de vie, mauvaises conditions physiques, exercice adapté, effort, mouvement doux, tristesse, pessimiste, bon moral, optimiste, joie, plein de fautes. Tension nerveuse, relaxation, pensée à la douleur, distraction, isolement, solitude, contacts sociaux, colère, plaisir, inquiétude, anxiété, peur, réassurance, explication, soucis divers, espoirs, persistance du dommage corporel, médicaments, froid ou parfois chaleur, chaleur ou parfois froid. Alors Isabelle qui dit: «Je suis nulle, je n'arriverai jamais à rien, je ne mérite pas de vivre». Donc l'opposé de «je suis nulle», c'est «j'essaye et je suis heureuse et fière d'essayer. Je n'arriverai jamais à rien, chaque expérience, heu, me fait avancer et petit à petit, le résultat apparaît. Je ne mérite pas de vivre, ça donne, heu, je suis heureuse de vivre ces expériences et de voir ce qu'elles m'apportent». Par exemple, voilà, ça serait, mon truc. Après, aller voir pourquoi il y a ça qui traverse. Donc, par exemple, nouvelles idées qui apparaissent, repos, bon sommeil, se fixer une heure régulière de sommeil et se fixer une heure régulière de réveil. Ça ne sert à rien d'essayer de faire des grandes nuits après de courtes nuits. Un bon repos, c'est un repos régulier de 8 heures. Un projet de vie, bah, vous, qu'est-ce que justement vous auriez envie dans votre projet de vie? Pas d'être heureux. Un projet de vie, ça doit être concret. C'est que pour vous, ça veut dire quoi être heureux? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des activités? Voilà, être très, très, très pragmatique. Par exemple, s'inscrire à une association de poterie, ça, c'est un très bon projet de vie. Parce que derrière, on va aller vivre des exercices. Les exercices adaptés, bah, justement, c'est se donner. Alors, se répéter les phrases positives comme un mantra, non, ça marchera pas. Par rapport à des phrases aussi dures que ça, c'est juste se dire, heu, prendre conscience qu'il y a autre chose et prendre conscience de ces phrases-là, comment on va les mettre en action, dans sa vie. Et surtout, aller voir avec un thérapeute quelle est la cause de ces émotions, de ces pensées, de ces actions pour être accueilli là-dedans. Si on les répète comme un mantra, en fait, c'est, la méthode Coué et en fait, c'est mettre un tapis, sur le problème et à un moment ou à un autre, déjà ça demande énormément d'énergie parce que, le cerveau doit contrôler les anciennes habitudes pour se contrôler pour mettre les nouvelles habitudes et puis si l'ancienne habitude revient et bien là, la pensée va se juger et donc la personne va se mettre en situation d'échec. Donc vraiment l'idée c'est oui, vous pouvez les répéter un mantra, mais plutôt de concrètement, qu'est-ce que vous faites pour que ces phrases marchent et aller voir, heu, la cause de ça. Heu, mouvement doux, bon moral, optimisme, joie. En fait, là, c'est, vous trouvez des activités qui vous apportent du bon moral, de l'optimisme et de la joie. Se positionner des plages de relaxation. S'offrir par exemple un massage une fois par mois si vous pouvez ou vous faire un massage régulièrement avec vous-même ou, avec votre partenaire. Distraction, choisir les distractions. Pas de la fuite, de la distraction. Par exemple, peindre
ou regarder un bon film, mais non pas se faire du watching pendant toute une nuit. Contacts sociaux, organiser, il y a des meet-up, par exemple de marche, il y a des meet-up d'activités, de lecture, d'écriture. Du plaisir, même un plaisir, ça peut être quoi? Ça peut être aller s'asseoir sur un banc et sentir le soleil et la chaleur aujourd'hui, ou aller s'acheter un petit dessert à la boulangerie. Réassurance, explication, c'est aller vraiment trouver, les informations sur notre problème, sur le problème qui nous envahit. Le côté, je suis sûr de ce que je vis, je sais ce qui se passe en moi, je sais pourquoi je fais ça. Apporter de l'espoir, en fait, c'est d'avoir une relation positive à soi-même. Se dire: «Il y a de l'espoir. Je sais que demain sera un peu mieux qu'aujourd'hui. Je fais des petites actions qui font que demain, ça va arriver». Voilà. Et s'il n'y a pas d'espoir, justement, se dire: «Où est-ce que je pourrais trouver de l'espoir? Qui pourrait m'apporter de l'espoir? Comment je pourrais mettre de l'espoir dans ma vie?» Les thérapeutes servent à ça, les assistantes sociales servent à ça, il y a des associations, il y a des lignes téléphoniques pour être écouté. Donc vraiment, l'idée, c'est avoir des actions très concrètes, très pragmatiques, très pratiques, très simples, heu, pour pouvoir faire des petits pas qui font que l'on réussit. Il y avait un Moi, il y avait un client qui est un peu dépressif et donc je lui disais: «Faites juste une action par jour» et par exemple, une action, c'était de coller un timbre sur une enveloppe. Le jour d'après, il devait écrire l'adresse sur cette enveloppe. Le troisième jour, il devait mettre le papier dans cette enveloppe. Le quatrième jour, il mettait l'enveloppe dans la boîte aux lettres. Donc à la fin de la semaine, son papier était parti et à la fin de la semaine, il pouvait se dire: «Il y a de l'espoir, j'ai envoyé une lettre, donc j'avance». Vous voyez, ça peut être aussi simple que ça, pour augmenter petit à petit, l'énergie de réussite, l'énergie d'espoir, l'énergie de changement. Entourage, comment je peux être compris par les autres? La communication non violente. Alors, la communication non violente, ça, c'est un joli dessin fait par Artsmela. Vous pouvez le télécharger sur son site et vous pouvez vous l'imprimer et l'afficher chez vous. Et donc la communication non violente, moi au départ, dans le titre «Communication non violente», je pensais que ça nous aidait à communiquer avec les autres. Et en fait, 98 du temps, c'est être en communication et en lien avec soi. Et les 2 du temps, aller vers l'autre dans une approche de lien. Pas de lui dire ses 4 vérités, mais dans une approche de lien. Et donc, vous voyez que là, il y a une situation difficile. Et en fait, là, prendre le temps de voir qu'il y a une émotion désagréable, faire un point, sur la situation comme si vous étiez une caméra ou un spectateur extérieur, puis se connecter à soi pour trouver votre besoin et petit à petit trouver le chemin. Et vous voyez qu'il y a 4 solutions. C'est la première, nourrir ce besoin, en me connectant à moi-même, ou sinon de créer une nouvelle habitude, ou d'aller encore plus nourrir une habitude déjà présente en soi, et ou proposer à quelqu'un de vivre cette habitude et d'échanger peut-être là-dessus. Et peut-être, à un moment ou à un autre, où il sera possible pour vous de lâcher cette sensation désagréable. Et vous voyez qu'en fait, il y a c'est prendre du temps,
prendre du temps pour se connecter à soi. Et là, la souris, la grosse souris blanche, bah, c'est l'exercice que je vous ai proposé au début. Les 4 solutions, bah, c'était les micro-solutions que je vous ai proposées juste avant. Ce que je vous conseille avec la communication non violente, c'est d'aller faire les 3 premiers modules. Comme c'est plus sur une approche associative, c'est des formations qui coûtent vraiment pas cher. Et aussi de faire des ateliers et en fait, grâce à ça, en fait, heu, ils vous proposent de créer des groupes de soutien. Donc vraiment, la communication non violente peut être une porte d'entrée pour vous, pour justement vous entraîner à vous écouter et avoir un groupe soutenant qui vous aide à vous écouter et aussi les autres vont pouvoir être des exemples pour vous. Donc allez voir quand est la prochaine formation à côté de chez vous, ça peut être vraiment un joli chemin pour vous. Et surtout la communication non violente, 80 du t en 98 du temps, ça va augmenter votre qualité de lien à vous-même et 2 du temps, ça va augmenter le lien à vous-même et le lien à l'autre. Après, il y a les différentes thérapies. Les aides de la thérapie, donc l'hypnose, ça aide à faire diminuer la douleur avec des ancrages. Ça aide à pouvoir même l'annuler. Mais bien sûr, l'hypnose, un bon hypnothérapeute vous dira d'abord d'aller voir un spécialiste de la douleur, un spécialiste, un médecin, pour que le problème soit réellement traité. Parce que oui, on peut s'hypnotiser pour effacer la foulure, d'un pied ou un tendon qui fait mal au genou. Sauf que si vous auto-hypnotisez trop, eh bien, la foulure peut devenir une entorse et le tendon peut se déchirer. Donc, l'hypnose aide à faire diminuer la douleur. Elle ne disparaîtra pas, mais au moins on pourra la faire diminuer que si vous êtes allé voir d'abord un spécialiste. Le MDR, en fait, va vous fluidifier la va vous permettre de lâcher les croyances sur vous-même, les images négatives sur vous-même, les traumatismes, sur vous-même au niveau émotionnel et psychologique. L'ATC va vous permettre d'être actif pour pouvoir être acteur de votre démarche. L'ATC, c'est ouvert, en fait, c'est tout ce qui est concept d'alignement et d'action avec soi-même. Et en fait, aller en thérapie, c'est quoi? C'est d'avoir un coach individuel pour les émotions. Moi, quand mes clients viennent, je leur dis, bah, il y a ceux qui ont un coach sportif, ils vont en salle de sport. Quand mes clients viennent en thérapie, ils ont un coach émotionnel, un thérapeute qui les aide à faire le bon geste émotionnel, la bonne action émotionnelle, parce qu'ils ont décidé de le vivre. Donc l'hypnose, c'est aider le cerveau à faire diminuer la douleur. Le MDR, c'est aider à diminuer la tension émotionnelle que l'on pourrait vivre à soi, voire la lâcher. Et c'est là où Isabelle, heu, tu me disais, par rapport à tes phrases, eh bien, alors je connais pas le RTMS. En fait, souvent, le MDR est réservé aux psychologues ou aux médecins. Heu et donc des personnes qui sont pas psy, ne peuvent pas le faire. Par exemple, moi, je ne peux pas dire que je suis formé enfin, je ne suis pas formé, mais je ne pourrais pas utiliser le terme EMDR. Je pourrais être attaqué là-dessus parce que, le EMDR est réservé aux psy. Sauf que d'autres formateurs qui ont appris à se former le EMDR, eh bien, se sont dit: «Bah, ça rapporte beaucoup d'argent la formation et en changeant le nom,
Ils vont faire un EMDR bis, peut-être le RTMS, je ne le connais pas, et dire que, bah, en fait, c'est un simili EMDR, mais ce n'est pas vraiment un EMDR et ça marche tout aussi bien. Donc peut-être qu'ils sont similaires, mais je ne connais pas. Après, pour conclure, en fait, les stratégies fonctionnelles qui marchent. Déjà, c'est la recherche informative. Être en action sur sa douleur. Comprendre d'où elle vient, comprendre, heu, y mettre une étiquette dessus, avoir la juste étiquette et souvent, les personnes qui restent dans leur douleur, c'est qu'ils se sont auto-diagnostiqués et ils ne comme ce ne sont pas des professionnels, ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont et ils préfèrent rester en victime derrière cette étiquette, heu, plutôt que d'assumer et d'aller faire le chemin d'apprentissage sur leur douleur. Et je comprends, hein, parce qu'aller voir sa douleur, c'est douloureux. Donc on n'a pas envie d'aller faire ça. Donc vraiment, vous qui êtes à mon atelier, bravo, vous êtes déjà en recherche informative. Puis après, la recherche de soutien social, ça c'est très important. Le thérapeute, un bon ami, un groupe de personnes qui a le même problème que vous, eh bien, permet de partager, d'être soutenu et d'avoir des exemples, que vous n'avez pas envie de vivre ou des exemples que vous avez envie de suivre. Donc c'est très important. Les auto-encouragements, là, je vous propose déjà d'en vivre un. C'est vous prenez votre main droite et puis vous dites: «Ah, bravo de suivre cet atelier. Vraiment, félicitations à toi». Tu te rends compte? Tu prends 2 heures pour faire attention à toi et découvrir qui tu es et avancer dans ta douleur et avancer dans cette situation. Donc bravo, vraiment, je te félicite. Ça, vous pouvez très bien faire ça tranquillement dans le métro ou chez vous en disant: «Bravo de faire ça, bravo d'avoir avancé, bravo d'avoir fait cet exercice, bravo d'avoir fait cet atelier». La capacité à résoudre des problèmes. En fait, dans l'éducation, Heu, avec l'école ou autre, les gens se sont retrouvés dans des situations où ils croient qu'ils n'ont pas la capacité de résoudre des problèmes. Et bien ça, en fait, c'est, soit s'ils l'ont par leur éducation, grâce à l'école, grâce à leurs bons parents, ou grâce à un coach, grâce à un thérapeute, et bien ça, ils peuvent avancer. Ils savent qu'ils peuvent trouver des solutions dans leur vie. Pour ceux qui ne croient pas qu'ils peuvent résoudre des problèmes, eh bien, ça s'apprend. Parce que derrière, il y a une peur, il y a un conditionnement, il y a une habitude et aller voir cette habitude, aller voir comment la lâcher, aller voir comment résoudre le problème, accepter ses échecs, accepter d'avancer. La persistance dans les activités, en fait, là, c'est assumer que parfois on tombe dans le ravin, on tombe dans de on fait des échecs, qu'on reprend de mauvaises habitudes et en même temps, on le voit, on s'accepte, on s'accueille, on reprend nos mauvaises habitudes et on le remet dans sa vie. La réinterprétation des sensations douloureuses, c'est le côté, sortir de ses croyances, sortir de ses pensées négatives, sortir de ce qui nous fait tourner en cage dans ses pensées et dire: «Bah, là, j'ai juste mal à l'épaule. OK, c'est dans ce point-là, eh bien, ce n'est pas dû à ça, ça, ça. J'ai juste un petit blocage. Je peux le faire, je peux faire du sport, je peux faire ce geste-là et j'entends qu'il y a une tension en moi». L'acceptation de la douleur, bah, ça, c'est avec bienveillance, accepter la douleur. Elle est là, peut-être pour dans certaines maladies, elle ne partira jamais. Et ben, si elle ne part jamais, en faire plutôt une amie désagréable, mais c'est pas la métaphore, c'est pas elle qui conduit la voiture. Elle est sur le passager du mort, voire dans la banquette dans la banquette arrière, voire dans le coffre. On sait qu'elle est là, on sait qu'elle fait partie du voyage et en même temps, ça ne nous empêche pas de mettre, le coude à la fenêtre, d'accélérer, de profiter du paysage, du voyage. L'optimisme, ça, c'est, voir la vie du bon côté.
Voir la vie d'un bon côté est un choix. Bien sûr, c'est pour ça que c'est le 8e, parce que c'est quand on a fait toutes les autres étapes, c'est plus facile de mettre de l'optimisme et en même temps, l'optimisme, vous voyez que vous pourriez le saupoudrer sur les 7 autres étapes et ça, en prenant ces 8 actions, vous devenez ouvert, centré et engagé dans votre démarche. Et voir qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez faire des exercices vers l'intérieur de vous, comme on vient de les faire, et vous pouvez faire des exercices vers l'extérieur, avec les personnes et votre environnement, et les inclure dans cette action. Les personnes, vous et votre psy, vous et votre groupe soutenant, vous et la foule. Quand je parle de la foule, c'est les pages Facebook. Vous savez, c'est envoyer, c'est les réseaux sociaux. Et travailler ça à tous ces niveaux. Donc à l'intérieur de vous, c'est pour ça que comme, je disais avec, heu, Annie, c'est que c'est bien de travailler à l'intérieur de soi, puis d'aller au contact des autres, voir l'action-réaction des autres, revenir à soi. C'est vraiment ce double mouvement et vous voyez qu'en fait, déjà, vous avez 8 solutions et vous voyez que vous avez des cercles de personnes qui sont prêtes à vous soutenir. Donc, c'est des exercices de création de son vocabulaire par des prises de conscience et des créations avec des renforcements de nouvelles habitudes. Merci pour votre intérêt. Ce que je vous propose, c'est que nous échangeons pour qui veut et pour les autres. Je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes réflexions. Voilà. Merci à vous